Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue sur Radio Ma'arif, nouveau podcast Histoire avec un habitué, c'est Abdallah Fili. Salut Abdallah. Bonjour Sereda. Comment vas-tu? Très bien. Quelle bonne mine. Alors, oui, Beina. Écoutez, on vous a préparé aujourd'hui un podcast sur le feu. Le feu, la afia. Une commande de Sereda Hallali. Une fois n'est pas coutume. Non, parce que moi je me promène un peu sur Internet, je regarde vos publications déjà, je regarde un peu ce qui vous intéresse, ensuite je vous demande des éclaircissements. Et moi le feu c'est quelque chose qui me fascine parce que j'ai beaucoup de mal à imaginer des villes éclairées au feu, des maisons où il y a toujours un feu, enfin le potentiel d'accident me semble extraordinairement élevé. Enfin bref, ça méritait bien un podcast et on est content que tu t'en charges. Et toi, tu as commencé par des choses catastrophiques. C'est bien, ça démontre l'état d'esprit, mais moi je peux te dire que d'abord que le feu, c'est un élément civilisation extraordinaire. Et ta fascination ne m'étonne pas du tout. C'est un sursaut civilisationnel réalisé par l'homme. C'est-à-dire la maîtrise du feu. Exactement, la maîtrise et la domestication. À ne pas confondre justement avec l'existence du feu qui est certainement accidentelle et donc qui peut ne venir soit des foudres, soit des volcans, etc. et qui existe réellement. On a des incendies de ce type dans les niveaux archéologiques, préhistoriques, etc. Donc ça c'est clair. Et même dans des niveaux plus récents, par exemple, je vais t'en renvoyer un truc que tu connais bien, Église, on a trouvé dans un niveau préhistorique, c'est-à-dire très probablement 5000, 6000 ans avant, on a trouvé des niveaux d'incendie. Mais c'est un incendie naturel. D'accord? Dû certainement, un incendie naturel. Dû à la foudre, par exemple. Et donc, qui mit à feu une forêt. Et puis, ce feu dépose bien évidemment ses cendres dans les couches archéologiques que les archéologues peuvent découvrir à un moment donné. Mais la domestication est un phénomène fait par l'homme lui-même. Et ça date de quand? Et ça date très probablement aux alentours de... il y a des divergences en fait, ça dépend des lieux et des sites, etc. Mais ça date en gros de entre 750 000 ans et 400 000 ans. C'est à peu près la fourchette large dans laquelle on peut inscrire la domestication du feu. D'accord. Mais ce qui est absolument important, c'est que nous, au Maroc, par exemple, on a un site qui a livré des foyers, c'est-à-dire quand on parle de domestication, c'est-à-dire des structures de cuisson utilisées délibérément et intentionnellement par l'homme. Et donc à ce moment-là, on peut renvoyer par exemple à la découverte d'Héroud, par exemple. On a des foyers qui datent... Héroud, c'est moins 300 000 quoi. C'est ça, 315 000. Donc là, il maîtrisait le feu. Il maîtrisait parfaitement le feu. Ça veut dire qu'il y a une période de l'histoire de l'homme préhistorique où il ne maîtrisait pas le feu. Absolument. C'est-à-dire il pouvait, parce que finalement les causes naturelles, c'est la foudre, tu l'as dit, et les volcans, etc. Voilà. Mais on a quand même mais tu peux passer toute une vie sans voir la foudre et le volcan. Absolument. Donc tu peux passer toute une vie à l'époque sans voir le feu. Parfaitement. C'est pour ça que les archéologues, en fait, trouvent les premières traces, mais véritablement les premières traces de l'existence du feu, notamment dans les grottes, quand le feu est dans la grotte, ça veut dire en fait il a été amené en fait par l'homme à l'entrée des grottes. Ça date de pratiquement 1,5 million années. C'est-à-dire c'est beaucoup. Mais ils savent pertinemment faire la différence entre la domestication, c'est-à-dire la maîtrise du feu par l'homme, et... La maîtrise, c'est-à-dire il l'allume quand il veut, ça? Exactement. Et ça, c'est vraiment important. Mais ce qui est important aussi dans l'histoire de l'être humain, dans la maîtrise et la domestication du feu, c'est qu'il y a des changements énormes, ne serait-ce que en termes de sécurité, par exemple. Pratiquement tous les prédateurs qui pouvaient attaquer éventuellement l'homme ont peur du feu. Ont peur du feu.
Ça, c'est important. Et pourquoi cette domestication est importante? Dans la mesure où l'homme lui-même a peur du feu. Si tu ne fais pas attention, si tu ne sais pas que c'est du feu, tu peux te brûler assez facilement. Donc, c'est comme un bébé. C'est un apprentissage, en fait, qui n'est pas inné. Deuxième point qui est important, c'est la source de la chaleur, de la lumière. Et toutes les conséquences, il faut imaginer toutes les conséquences que ceci implique. Par exemple, en termes de l'alimentation, du cru au cuit. Donc c'est énorme en termes d'alimentation parce que c'est des traditions donc qui commencent à s'installer. Deuxième élément, c'est en termes également physiologiques, l'homme ne développe plus par exemple l'appareil de mastication, c'est-à-dire les dents, les muscles, des mâchoires, etc. La digestion qui prend beaucoup moins de temps. Quand c'est cuit. C'est ça, quand c'est cuit. Et que, par conséquent, quand ça prend moins de temps, c'est-à-dire que l'homme, en fait, lui aussi profite de l'alimentation qu'il consomme, des aliments qu'il consomme. Et notamment, en termes de quoi? En termes de cerveau, de développement du cerveau. Et donc, développement du cerveau, c'est-à-dire développement de l'être humain, de l'homme, avec un grand H. Et donc, par conséquent, c'est extrêmement important. Mine de rien, par exemple, une viande cuite, on en profite pratiquement à 80% par rapport à une viande crue. Ça veut dire que les amateurs de tartare sont des idiots. Leur cerveau est... J'avais pas pensé à ça, mais j'inscrivais ça dans le développement. Le sushi, moi c'est des idiots. J'inscrivais ça dans l'histoire de développement du cerveau humain. Et je pense que il y a quelque chose effectivement à creuser là-dedans, et je pense que les anthropologues peuvent effectivement attester de ceci. Tout ceci, bien évidemment, induit également en termes d'activité. Par exemple, les bébés sont sevrés beaucoup plus précocement. Parce que tout simplement, il y a une alimentation qui est disponible. Donc, voir par exemple maintenant le sevrage, en moyenne au Maroc, dans le texte coranique, il nous dit 2 ans d'allaitement, mais en réalité, dans la vie concrète, ça dépasse jamais. Il y a quelques mois, ouais. Voilà, 6 mois. À partir du moment où le bébé commence à manger, c'est terminé. C'est conseillé effectivement par l'OMS que ça soit à partir de 6 mois. Mais voilà, il y a des femmes qui travaillent, il y a tout un changement en fait en termes... Et donc, ça induit, d'après ce que j'ai lu, qu'il y aurait effectivement plus de bébés grâce ou à cause du sevrage précoce des nourrissons. Mais quel rapport entre le sevrage précoce et le feu? C'est ce qui m'échappe. C'est la cuisson. À partir du moment où il y a les aliments, oui, c'est cuit, le bébé peut manger. Le bébé peut manger beaucoup plus précocement. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est plus facile à consommer. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Tu n'es pas obligé d'être un lion pour... D'accord. À fond. Enragé pour... D'accord. Donc, alors, impact sur l'alimentation, ce développement humain, la chaleur, donc bien-être, bien sûr, la sécurité. Et même les activités humaines. Il n'y a qu'à voir, nous, aujourd'hui, avec le feu, ce qu'on peut faire, par exemple, avec le prolongement de la journée aux dépens de la nuit. C'est ça, c'est ça. Donc déjà, tu as beaucoup plus de temps d'activité. Oui. Ouais. Et donc, tout le temps, en fait, consacré à ces moments où le feu est allumé autour d'un foyer ou cheminée maintenant, etc., il est consacré prioritairement à la sociabilité, c'est-à-dire à raconter des histoires, à rigoler, à... De la musique. À faire des contes, etc. Avant le feu, Exactement. Et donc, vous voyez toute une vie, en fait. Et donc, en plus de ça, par exemple, la conquête d'autres espaces où le climat était beaucoup plus rude auparavant, c'est-à-dire l'espace où il y avait des froids difficiles. Et donc, forcément, avec le feu, on peut supporter la vie, bien évidemment, dans ces espaces. Donc on maîtrise le feu à partir de l'an moins 700 000, tu as dit? Aux alentours de ça, dans quelques endroits, mais en moyenne, c'est aux alentours de 400 000. Oui, en plus, après, il y a les outils. Voilà, exactement. Par exemple, en termes des outils, par exemple, à Héroud, par exemple, on sait que l'homme a chauffé, grâce au feu, a chauffé ses silex avant de les tailler. Donc ça veut dire en fait, ça participe à développer l'industrie lithique de ces périodes, c'est-à-dire du paléolithique inférieur et du paléolithique moyen. D'accord. Et ça ne devrait pas s'arrêter ici, parce que, par exemple, au néolithique Sereda, ça tu le sais, il y a eu l'invention de la
poterie. Et donc à partir de ça, tout le système alimentaire, tout le système et l'organisation sociale, la sédentarisation, etc. a complètement changé. Donc en vérité, oui, la poterie ne peut exister que parce qu'elle est cuite. Exactement. Donc un four, donc du feu. Exactement. En fait, tout vient du feu, quoi. Exactement. C'est la mythologie grecque avec Prométhée, c'est ça? Exactement. Prométhée c'est quoi l'histoire qui donne le feu aux humains? Exactement. Et qui de là démarre la civilisation. La civilisation, exactement. Donc en fait, c'est pas... C'est pas anodin et c'est pas complètement faux. Bien sûr, l'homme a créé une civilisation bien avant l'invention et la domestication du feu. Mais toujours est-il que c'est un élément fondamental, c'est pour ça que je dis que c'est un moment extraordinaire de la vie humaine et de la vie sur Terre. Et bien évidemment, après la poterie, il y a la métallurgie. À partir du chalcolithique, l'âge du cuivre, du bronze, du fer, etc., etc. Et on continue encore d'en profiter allègrement aujourd'hui. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la vie, j'ai envie de dire quotidienne, avec du feu? Comme je disais tout à l'heure, le feu prolonge la journée, d'une manière générale. Et donc, c'est vrai que les activités, par exemple, qu'on peut faire la nuit, c'est pas forcément celles de la journée. Des anthropologues, par exemple, travaillant sur les sociétés encore primitives aujourd'hui, ils voient que, par exemple, la journée, l'homme profite pour faire ses armes, pour faire des stratégies, par exemple, pour avoir de l'alimentation, etc. Et que la nuit, autour du feu, il est réservé essentiellement pour la sociabilité, pour la convivialité, etc. Donc, ça change tout. Bien évidemment, quand on parle de la poterie, la production de la poterie ou la production du métal, eh bien, le feu est un élément central. Les forgerons, même aujourd'hui, le jour essentiellement d'ailleurs, et les potiers, ils cuisent essentiellement la nuit, à quelques exceptions près, mais voilà. Donc c'est autour de ces activités différentes, économiques, sociales, etc., que l'on maîtrise en quelque sorte, que l'on profite du feu. À Jbel Irhoud, par exemple, on a un foyer. Donc certainement ce foyer, et dans d'autres grottes, etc., et même en plein air, on a des foyers autour desquels, bien évidemment, l'homme, depuis la préhistoire jusqu'à l'époque les plus récentes, par exemple, à l'époque antique, on a des fours à pain, des foyers pour chauffer les thermes ou les hammams, etc. Donc là, le feu, on le trouve finalement un peu partout dans la vie quotidienne des gens. Et dans nos sites, par exemple, médiévaux, systématiquement, on a soit des espaces réservés à la cuisson, c'est-à-dire où on trouve un ou plusieurs foyers, ou on peut trouver également des foyers qui sont réservés à chauffer, par exemple. On peut le trouver sur les banquettes, par exemple. Et autour de ça, certainement, les gens s'asseyaient pour... voilà. Ça, c'est portatif, c'est après. D'accord. Ça, on l'a pratiquement depuis très longtemps, depuis l'époque antique. On a des foyers, des mjmar, en fait, des foyers portatifs, qui sont utilisés soit pour faire la cuisine, soit pour chauffer, etc., ou faire des encens, ou brûler l'encens, etc. Donc, c'est très fréquent. D'accord. Alors, si on se projette, je vais essayer d'être précis dans ma question, si on se projette dans la maison de Si Abdullah, en 800 ou 900, tu vois, avec sa famille, oui. Est-ce qu'il y a toujours un feu allumé? D'une façon continue? Oui. Non. Ça, c'est avant la maîtrise, en fait, de la technique du mise à feu. Et on en connaît deux techniques. Celle de friction de deux morceaux de bois, frottement, et donc après... effectivement, le feu s'allume, ou avec la percussion de deux pierres. Pour avoir l'étincelle. Pas n'importe quelle pierre, parce que, par exemple, en frottant ou en percutant deux silex, par exemple, ça ne te donnera pas du feu. Mais qu'est-ce qu'il faut parce qu'il y a des étincelles, mais c'est des étincelles froides. Elles ne mettent pas, en fait... Donc qu'est-ce qu'il faut frotter alors? Il faut frotter des minerais particuliers. Par exemple, un minerai qui est très connu pour sa qualité dans ce sens, c'est le sulfure de fer. C'est-à-dire un minerai où il y a un peu de fer qui permet de le frotter, par exemple, de le percuter avec une autre pierre, de lancer l'étincelle, mais une étincelle positive qui va allumer, qui va donner naissance au feu. Alors, avant qu'on trouve cette façon facile, entre guillemets, c'est pas très facile d'ailleurs. Hein, non, c'est pas très facile dans la mesure où on a très peu de tilles dans ce sens. C'est pour ça que, par exemple, si vous allez chez un antiquaire, je sais pas moi, à Taroudant, il va vous montrer en fait un silex et un morceau de fer.
donc un outil en fer, et quand il percute les deux objets, eh bien, il y a une étincelle qui part. Donc c'est comme ça qu'on allumait le feu. De tout temps, oui. Jusqu'au 19e, quoi. Jusqu'au 20e, pratiquement. Oui, exactement. D'accord. Exactement. Et donc, ces deux techniques-là, il faut les maîtriser. Bien évidemment, la maîtrise veut dire aussi qu'il y a un exercice, un tâtonnement quotidien depuis le jeune âge jusqu'à... voilà. Il y a toujours quelqu'un qui... Le tabac, là, les gens qui fumaient, parce qu'il y avait du tabac. Oui. Ils allumaient leurs cigarettes comme ça. Et pas uniquement la pipe, je sais pas. Et pas uniquement du tabac. Il y a aussi des lampes, à l'huile. Comment on allume avec ce truc-là, avec ce... Et bien évidemment. Et donc, le départ, il ne se fait pas sur la lampe à l'huile, bien évidemment. La mèche qui est trempée dans l'huile et qui est placée sur le bec pincé de la lampe, de l'qindil, en gros, non. Il est d'abord allumé dans un foyer. Mais c'est pour ça que je posais la question, vu la complexité de l'opération, j'aurais imaginé que dans chaque famille, on laisse un feu en permanence. Pas forcément. Pas forcément. À partir du moment où on peut l'allumer quand on veut, on maîtrise l'action. Il n'y a aucun problème de voir s'éteindre un Parce feu. que quand tu prends la journée quotidienne, entre les repas, Oui. peut-être même le froid, Oui. peut-être même la visibilité, Oui. tu as beaucoup besoin de feu. Exactement. Exactement. C'est pour ça que tu as raison d'un côté parce que généralement, il y a toujours un mjmar qui contient du feu. Voilà. Où il y a de l'eau chaude parce qu'il faut faire, enfin je parle de l'époque médiévale par exemple, où il faut faire les ablutions tout le temps, où il faut cuire le repas, il faut préparer le pain. On n'avait pas la possibilité ni matérielle d'avoir assez de farine, de préparer le pain par exemple de 2 jours ou même le pain d'une journée. D'accord? Et donc qu'est-ce qu'on fait? Il y a toujours un repas qui est sur le feu. Et ça s'entretient, mais au pire des cas, en fait, comme on maîtrise comment on peut allumer le feu, donc ça pose aucun problème. Mais par exemple, quand on se promène dans l'élite, par exemple, dans un palais, disons, il y a des éclairages. Chemin. Exact. Donc c'est du feu. Oui. Mais il y en a partout. Mais dans les mosquées, par exemple, c'est un élément fondamental de l'éclairage. Et tu peux trouver dans notre ami Ibn Abi Zar', par exemple, le nombre de lampes à l'huile allumées ou susceptibles d'être allumées à Qarawiyyin. Et combien de l'huile les intendants de la mosquée stockent pour justement alimenter ces lampes. On distribuait de l'huile aux étudiants pour pouvoir... Exactement. C'est une matière première importante. Extrêmement importante. Elle vient d'où cette huile? De l'huile d'olive. C'est de l'huile d'olive. Ou, le cas échéant, dans le sud, par exemple, c'est de l'huile d'argan. Et parce qu'il y avait aussi les baleines, non, qui ça. Il y a le chebl, par exemple. Pour Azmour, c'est mentionné dans l'Union africain que la graisse du chebl, parce que c'est un poisson très gras, et donc il récupère en fait de la graisse pour allumer les lampes dites l'huile, les qindils en fait. D'accord. Donc il y a une véritable industrie de l'huile, il y a des gens qui s'occupent des qindils, chemin. Exactement. Voilà, donc par exemple, je posais la question, dans l'élite, par exemple, il y a des gens qui ne font que s'occuper de ça, quoi. Exactement. Exactement. Il y a toute une intendance de ça, notamment dans les mosquées, c'est rapporté par plein de textes, y compris les textes juridiques, etc. Est-ce qu'il faut laisser les qindils allumés, etc. Et certainement, on les a laissés à un moment donné, on en laissait en tout cas allumés, parce que c'est mentionné dans les textes que tel Sophie, par exemple, s'est retiré dans la mosquée telle, il a prié toute la nuit sous la lumière des qindils, ou tout simplement tel ou tel édifice a été brûlé parce qu'on a laissé par inadvertance... oui, alors on va arriver à ça, ouais. Voilà. Donc bien sûr, ça c'était ma question, j'ai commencé par là, je ne sais pas pourquoi, mais le potentiel de danger d'avoir un feu la nuit allumé est grand quand même. C'est énorme. C'est énorme. Enfin, il y a très peu de mentions dans les textes, mais il y en a quand même. Par exemple, la Fès, toutes les archives, par exemple, ont été brûlées entre la Qarawiyyin et la Madrasa à Tarin à cause d'un feu qui est parti accidentellement comme ça. Mais même à part le Maroc, on connaît l'incendie de Rome, de Néron, on connaît exactement. Mais là encore, c'est intentionnel. Mais il y a le nombre d'incendies qu'on peut trouver dans les couches archéologiques, c'est énorme. Je peux te dire, par exemple, à Igilis, la plus ancienne pièce qui est antérieure à la révolution d'Ibn Tomart, il a été incendié. Mais on ne sait pas s'il est incendié volontairement ou accidentellement. Et donc, on peut trouver
La vivacité du feu, par exemple, qui a détruit d'ailleurs des récoltes, on en a trouvé sur place des récoltes, notamment du sorgho, des récoltes stockées dans cette pièce avant qu'il fasse partie de la Qasba d'Ibn Tomart, eh bien, c'est brûlé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour reconstruire cette pièce à l'époque d'Ibn Tomart? C'est qu'ils ont détruit les murs qui sont cramés, et ils ont tassé les restes, en fait, de l'incendie, avec du bois, avec des restes des récoltes justement, des racines du sorgho, beaucoup de graines de sorgho, etc. Après, ils ont égalisé le sol, ils ont remis un sol plus récent, et donc c'est probablement la pièce d'apparat, la pièce de réception d'Ibn Tomart. Mais on peut en trouver par ailleurs, même après la destruction, par exemple, de la Kasbah d'Igiliz, c'est un abandon volontaire, d'accord? Et donc, ils ont laissé un habitat volontairement, abandonné l'habitat volontairement. Ils sont partis. Et les bois, bien évidemment, qui faisaient la toiture, etc., quelqu'un est passé, je ne sais pas, complètement... mais après l'abandon, il a mis le feu à ces bois. Donc, on les a trouvés sur place, des planches. Et ça nous permet, nous, de restituer tout ça, que ce soit dans le cas du grenier, par exemple, de la pièce de la Kasbah d'Igiliz, ou dans le cas des toitures, etc. Ça nous permet, nous, les archéologues, de restituer, en quelque sorte, de reconstituer le paysage environnant. C'est-à-dire, il y a des bois qui font partie du paysage environnant, par exemple, d'Igiliz, genre l'arganier, mais il y a, par exemple, des bois qui ne sont plus dans le paysage actuel, notamment le peuplier, par exemple. Ou d'autres asmétos, par exemple, comme le tuya, qui n'est plus du tout dans la région de Sousse, mais il faut aller un peu plus haut, vers Souira. Donc ça, c'est toute une spécialité en archéologie, etc., qui nous permettent de restituer ça. Mais voilà, il y a des incendies volontaires, il y a beaucoup d'incendies complètement involontaires. On n'a pas parlé aussi d'un aspect du feu, c'est le côté un peu guerrier ou militaire, enfin l'arme. Il y a ça donne une puissance d'agressivité aussi. Exactement. Et ça, que ça soit par ce qu'on appelle les armes à feu, les premières armes à feu, qui ont été utilisées par exemple à Sijil Massa à l'époque mérinide. Les Mérinides, pour conquérir Sijil Massa, Abu Ya'qub Youssouf a lancé justement le feu contre ses adversaires de Sijil Massa. Et il a fini par conquérir justement la ville. Quand tu dis lancer le feu, il a lancé quoi? Il a lancé des flèches? C'est des trucs des boules de feu. De feu et imbibés très probablement de pétrole. Ah oui, le feu grégeois. Voilà, quelque chose comme ça. Ce qu'on voit dans Exactement. Ce qu'on voit chez les Ottomans dans le siège de Constantinople. Exactement. Ça, exactement. Et c'est une maîtrise, en fait, une technique que les Marocains très probablement ne maîtrisaient pas, et c'est probablement une importation chrétienne. D'accord. Oui. Donc c'est quelque chose que tu lances et qui reste brûlant au-dessus des murs de la ville, quoi. Oui, exactement. Et puis après, on va avoir les vraies armes à feu, c'est-à-dire... Exactement. À partir du 14e, 15e... Et on n'a pas de mention de flèches enflammées. Moi, j'aime bien les flèches enflammées, non? Ça n'existe pas? Alors, même si on avait, malheureusement, je pense qu'archéologiquement, il serait difficile, en fait, de détecter ça. Mais on a beaucoup de flèches, énormément de flèches, de toutes sortes, soit en cuivre, soit en fer, soit torsadées. C'est extraordinaire. Et je peux te dire, par exemple, qu'à Igiliz, on en a, je ne me rappelle plus du nombre, allez, on va dire une quarantaine, pour un site qui n'a pas beaucoup d'activité, même si, bien évidemment, sa première raison d'être, c'est militaire. Mais voilà, on en a quand même. Mais à l'échelle du Maroc, on n'en a pas beaucoup. En fait, vu qu'une très grande partie de ces forteresses ne sont pas fouillées systématiquement, etc. Voilà. On en arrive toujours là. Voilà, donc il y a du travail. Alors, quelle est la dernière évolution du feu? Qu'est-ce qui a fait disparaître le feu? Est-ce que c'est la vapeur? Est-ce que c'est l'électricité? Est-ce que c'est... La vapeur vient du feu aussi, par conséquent. Et donc, oui, d'accord. Alors, l'électricité, par contre. Et l'électricité, si tu vois par exemple ce qu'il y a comme la production par exemple d'électricité par charbon, ce qu'on a encore nous au Maroc. Ça vient du feu. Ça vient du feu. Donc c'est un cercle vicieux.
Mais il faut dire que tout ce qui est, par exemple, l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, etc., donne une autre dimension. Le nucléaire, bien évidemment, donne une autre dimension à ça. Mais ça fait toujours peur, en fait. Malgré tout, ça nous laisse effectivement modeste face au feu. Humble face exactement. au feu. Exactement. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur le feu? Juste, Sereda, je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'il n'y a pas que les lampes à l'huile, par exemple, pour fournir l'éclairage. Et j'en ai pour preuve, encore une fois, désolé d'insister, la fouille d'Église, où on a trouvé en tout et pour tout, allez, je vais exagérer, une vingtaine de lampes sur 2,5 hectares de superficie du site. Et quand on s'est demandé, c'est quand même peu par rapport à d'autres sites, notamment qu'on connaît, notamment en Al-Andalus, et on est allé chercher l'information chez les habitants. Il nous a dit, mais franchement, tout ça, c'est pas suffisant pour éclairer ne serait-ce qu'un tiers des maisons, par exemple, d'église. Ils nous ont dit qu'en fait, en réalité, il n'y a pas besoin de lampes, ce qui est effectivement très recherché. Une lampe, c'est luxueux. Je te donne entre parenthèses, par exemple, que les lampes de Aoudarous, par exemple, en Mauritanie, qui est une ville extraordinaire de commerce transsaharien, eh bien, pratiquement toutes les lampes de cette ville sont importées de Sigil Massa et même parfois de beaucoup plus loin d'Ifriqiya. D'accord. Ça veut dire en fait qu'ils ont une valeur extraordinaire. Et même celles qu'on a trouvées, par exemple, à Aoudarous, on les réparait à chaque fois que c'est nécessaire. Quand ils sont cassés, par exemple, allez, on va insister, on va faire 2 trous, et voilà, ils les réparaient. Et donc, ils nous ont dit, en fait, que ce n'est pas la peine d'avoir un kandil pour éclairer une maison ou là une mosquée, etc. Il suffisait d'avoir, par exemple, un morceau de bois. Voilà, une torche, quoi. Exactement, et autour de laquelle on met un morceau de tissu, imbibé avec de l'argan, par exemple, avec de l'huile d'argan. Et salam alaikum, ça reste, ils nous ont dit, le mettre au milieu d'une poterie pour que, bien évidemment, maîtriser le feu, etc. Et donc, après, on met le feu et salam alaikum, et c'est largement suffisant. Donc, et ça dure voilà. Et ça dure beaucoup plus longtemps. D'accord. Et donc, ça veut dire en fait qu'il faut parfois ne pas faire confiance uniquement à nos connaissances d'aujourd'hui, à nos connaissances empiriques. Il faut aussi faire appel aux traditions locales et qui ont subsisté. Moi, ce que je retiens aussi dans ce podcast, à part le feu, c'est quelque chose qui est intéressante, c'est que quand on a mis les moyens à Église pour chercher et fouiller à Église, on en a tiré des dizaines d'enseignements. Exact. Voilà, juste parce qu'on s'est concentré là-bas. Exact. On peut parler du feu, on peut parler dans un autre podcast d'alimentation, on peut parler des latrines, on peut parler des latrines, on peut parler de l'alimentation. Exactement. On peut même parler de céramique, etc. Oui. Sur un site qu'on a correctement fouillé. Donc, si on avait la possibilité d'en fouiller d'autres, je pense qu'on aurait beaucoup plus de connaissances. Exactement, et surtout de prendre le temps de le faire, parce que exceptionnellement, nous, on est resté à Église pratiquement une vingtaine d'années. Et nous célébrons Sereda cette année, le 20e anniversaire de la découverte d'Église. Merci beaucoup pour ce podcast. Merci, Sereda. Et il est temps d'éteindre ce micro qui marche avec une lampe. Ah, exactement. Merci beaucoup. Abdullah. Merci, Sereda. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.